Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh ben, nous sommes... c'est bon, c'est parti. On enregistre. Salut Damien. Bonjour Bart. Comment vas-tu ? Bah super, hein, on vient de prendre un petit café là en terrasse, donc du coup tout va bien en cette période là, on est vraiment super content, plein de bonnes perspectives, voilà, c'est bien. Ouais. C'est bon. Ouais, mais tu mentionnes le café en terrasse, effectivement, on est le lendemain de la réouverture des établissements de restauration et aussi des clubs de sport. Oui. Alors je sais pas quand exactement ils rouvrent, mais alors les clubs de sport c'était donc hier aussi également. Ouais. En ce qui nous concerne, c'est pour les enfants, hein, donc Ouais. pour les enfants, activité des mineurs. Donc on a retrouvé nos enfants et tout. Donc ça aussi, ça correspond aussi à notre bonne humeur du jour, parce que bon, c'était important de les retrouver dans une salle de sport, hein, donc les enfants, c'est la base. Donc oui, donc on est heureux. Bon bah super, bon, effectivement c'est un sujet sur lequel j'ai envie qu'on discute un petit peu aujourd'hui, effectivement ce que tu fais maintenant D'accord. via ton club, mais on va parler aujourd'hui, on va parler karaté, on va parler longévité, on va parler la construction aussi. Comme je te le disais, pour lancer, j'aime bien commencer un petit peu par l'enfance, savoir un peu qui tu étais avant, qui était le petit Damien, et la question traditionnelle ici c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Bah, tu as raison, hein, Bart, hein, l'enfance, hein, c'est vraiment ce qui va définir souvent l'homme, hein, donc il y a des événements. En ce qui concerne, c'est simple, hein, c'est l'école. J'ai 6 ans, j'ai vécu donc la première partie de ma vie seul avec ma mère, et donc il fallait choisir une école primaire, et elle a eu l'idée lumineuse, géniale, j'ai envie de dire, de me mettre dans une petite école privée où il y avait sport tous les jours. Ce qui normalement n'existe pas, sport tous les jours, donc une sorte de sport-études pour les enfants, hein, mini sport-études. Donc je pense que ça m'a donné donc ce goût, hein, ce goût de l'effort évidemment, cette régularité. Donc c'était lundi, mardi, le mercredi il y avait judo. Hein, toujours dans la même structure, et c'est ça. Alors je me souviens du petit, il y avait un petit terrain de foot, on faisait un petit trajet là de l'école, c'était peut-être 50 ou 100 mètres, mais c'était stimulant, hein, on marchait, on arrivait, petit terrain de foot, et j'ai encore l'odeur, la terre, voilà. Derrière il y avait un parcours de cross aussi, donc on avait différentes activités. Il y a ce terrain de foot, différentes activités, le parcours de cross qui devait faire 1 kilomètre, mais on a l'impression que ça faisait du borne. Quand on est jeune. Puis voilà, et puis il y avait une espèce de cabanon géant qui faisait, on pouvait passer donc en intérieur, et on faisait les cours de judo. Et notamment donc le prof de judo était aussi ce prof de gym qui nous accompagnait tous les jours, et il a une importance vraiment majeure, parce que donc il m'a pris sous son aile. Moi j'étais bon sport, et quand on parle de message, hein, il m'a toujours dit Damien, t'as le profil, t'as les qualités pour être un champion. Et ça, ça m'est toujours resté, et je l'ai gardé en moi, donc gravé. Tu sais pourquoi il disait ça ? J'aimais ça, j'étais déjà passionné, j'étais compétiteur, j'avais des qualités.
tout ça conjugué. Lui, c'est un profil charismatique. Hein, c'était un ancien commando para qui avait atterri là et donc qui avait pratiqué tous les sports de combat. Voilà. Et quand on parle du judo, hein, parce que j'ai commencé par le judo, donc en kimono, puisque en tant que karatéka, donc voilà, il y a quand même un lien. Et ce qui est curieux, c'est que quand je rentrais dans le dojo, il y avait un grand poster. Et dans ce poster, c'était pas le poster en général dans les arts martiaux. Le poster, c'est le poster du maître, hein, celui qui a créé. Hein, donc en karaté, il y a différents maîtres, mais souvent c'est ça. Ces références-là pour le judo, il y a Jigoro Kano pour les puristes, qui est donc le créateur du judo. Et là, normalement, c'est ce poster que l'on retrouve, hein, ce tableau. Et là, non, c'était un champion français, Dominique Valera. Dit le King, hein, donc c'est une légende du karaté, hein, toujours présent. Le gars, il a 75 ans, il est au top la forme et tout, c'est incroyable. Et donc voilà, il y avait ce tableau-là et en dessous il y a marqué l'homme le plus dangereux du monde. Et donc voilà, donc c'est toute cette ambiance-là et fait que bon, j'ai commencé dans le sport dans ce climat-là. Et pour la petite histoire, hein, donc ils ont fait un grand bond. 30 ans après, je prends en main, je dirige, hein, je rachète la salle qui avait été donc créée par Dominique Valera. D'accord. Donc c'est quand même fou. Ah oui, donc c'était plus qu'un prof, quoi. C'était un mentor, voilà, un ami. Non. Le King, pardon, celui qui était en tableau. Le King, lui, pardon, ouais. Le King était là. Il reste King. Et donc il est à l'époque donc sur Lyon, il avait monté cette salle à Lyon donc au début de mon enfance, hein, à peu près. Hein, c'est une salle qui a 50 ans, donc voilà quoi. Donc l'histoire est belle. Ok, ouais, bah, je vois ça, ouais. Mais je vois que t'en parles, en plus, je vois des étoiles un peu dans tes yeux, t'en parles encore avec beaucoup d'émotion, c'est la passion. Oui, parce que la passion, j'ai envie de dire, est éternelle, hein, donc c'est moteur, hein, on veut les retrouver, en fait, hein, être passionné, c'est justement avoir, comme tu dis, hein, des étoiles dans les yeux, et ces étoiles, pouvoir les chercher, les sortir, hein, entre guillemets, à tout moment. Hein, c'est vrai que le passé, ça compte, le présent, hein, les étoiles. Moi, j'ai des étoiles dans les yeux le matin en me levant, plein de raisons par rapport au projet que je mets en place, hein, dans ma vie professionnelle, par rapport aux ambitions que je peux avoir, par rapport donc à toutes ces idées qu'on peut mettre en place. Ça me plaît et aussi pour l'avenir. Hein, donc aussi, il faut que je me dise plus tard aussi, je vais pouvoir me régaler, en tout cas me satisfaire du moment. Toutes ces étapes de vie, elles correspondent au bonheur et pas s'arrêter justement à la nostalgie. Hein. C'est bien, l'ancien temps, c'est bien. C'est vrai que ça construit, hein, ça rassure. Mais quand même, hein, le présent et l'avenir, ça compte, hein, c'est ça. Effectivement, c'est là où il faut regarder, en tout cas. C'est là où il faut regarder. Et on est heureux tout de suite, quoi. C'est ça. On peut dire qu'on était heureux dans le passé, mais le meilleur moyen d'être heureux demain, c'est d'être heureux maintenant, je pense. Oui. Puis, donc, généralement, on se souvient quand même, hein, même plus facilement des bons moments. Donc, c'est clair. Et tu disais que tu étais déjà compétiteur, que tu étais déjà passionné, et que tu as vu du coup ce prof qui l'a un peu vu en toi là. Mais t'aimais la compétition dans tous les sports, ou c'était particulièrement le judo parce que c'est un sport de combat et qu'il y a un duel, il y a un affrontement? Alors non, tous les sports. Ça ça m'a toujours plu, et justement j'ai longtemps cherché le sport. J'ai essayé de mettre le doigt sur le sport qui me correspondait. Il faut savoir, je suis issu d'une famille où le sport ne compte pas. Hein, donc c'est pas, j'ai pas un environnement sportif extraordinaire avec un papa, une maman à fond et tout. Non, c'est pas du tout ça. Et du coup, j'étais pas aidé. Donc j'ai dans cet accompagnement, pour la petite histoire, mes parents ne sont jamais venus me voir en compétition. Donc c'est dommage. Hein, donc c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est presque tant pis pour eux, dans le sens où je pense qu'ils sont privés de joie, d'émotion. Incroyable, hein, quand j'ai eu la chance de beaucoup gagner, et quand tu te déplaces dans l'Europe, dans le monde entier, que ton fils gagne et gagne encore, ou même quelles que soient les circonstances. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage, hein. J'espère que moi j'aurai la chance d'accompagner, hein, de continuer. J'ai une petite fille de 2 ans, donc et du coup, si elle fait la compétition, je serai là. Tu m'étonnes, mais c'est moi, tu vois, mes parents sont toujours venus pour me voir pour mes compètes et tout.
Franchement, j'en aurais souffert là. T'en parles avec le sourire. Bon, ça fait longtemps, mais c'est dur, non? Bah, disons que ça fait partie de la construction aussi. Hein. Donc à un moment donné, moi j'ai toujours été individuel. Hein. Disons que dans ma motivation, dans mes ressorts, dans ma volonté, j'ai compris qu'il fallait que je me débrouille tout seul. Donc ça veut pas dire que j'ai pas bénéficié d'un accompagnement, en tout cas de conseils, évidemment. Hein, donc comme on dit toujours, on peut pas, on réussit pas tout seul. Hein, donc il y a toujours une forme d'équipe, de belles rencontres. Mais c'est vrai que la famille, la proximité de ces très très proches dans les événements qui sont en fait des événements majeurs. Hein, que c'est quand tu fais un championnat du monde, bah, c'est quand tu as 25 ans, c'est ce qui est le plus important pour toi dans la vie. Il y a rien d'autre. Tu te lèves le matin, tu dis c'est ça, c'est le jour de ma vie. Il y a que ça. Ouais. Et c'est vraiment dommage. Oui, c'est dommage. Ouais. Non, mais je peux le comprendre. En plus, tu vois, dans le sport. Il y a quand même une des valeurs fondamentales du sport, c'est le partage, et le partage de ces bons moments, c'est quelque chose Exactement, ouais. de tellement fort. Et quand tu vois un champion gagner et que tu vois les émotions qui sont partagées autour, et t'as eu peut-être des personnes de substitution alors désolé, le terme est très moche, personne de substitution, mais est-ce que t'as substitué justement un peu d'avoir, je sais pas, un compagnon ou de route justement sur tes J'ai des gens qui ont eu des mots. Hein. J'ai ce monsieur Gros, hein, ce premier prof de judo, ce premier prof de sport qui était bienveillant, donc qui voulait, qui m'a incité aussi à me défendre un peu, parce que faut revoir le contexte. Hein, j'étais dans une école privée, la seule personne métisse, hein, donc mon papa du Bénin, maman blonde. Donc voilà, il y avait une certaine différence. Hein. Et c'est vrai qu'il a fallu un peu se bagarrer de temps en temps. Et je sais que il m'a incité quand même à me défendre. Hein, d'une manière implicite, il m'a dit bon, quand on t'embête, il faut taper un peu. Et donc voilà, comme c'est lui qui surveillait un peu la cour de récréation, il y avait un petit passe droit, un petit peu, il y a une petite connivence, on se regardait un peu et j'envoyais le coup de poing. Et puis bon, je n'étais pas sanctionné tant que c'était pour une cause juste, je n'étais pas sanctionné. Mais voilà, après si on parle mon premier prof de karaté qui m'a incité vraiment à travailler seul. Donc voilà, la notion, voilà, les petites choses comme ça. Mais sinon, effectivement, j'ai pas de mentor. Hein. J'ai des gens que j'apprécie énormément dans le karaté, notamment, qui ont eu un rôle aussi de bienveillance, parce que bon, il y a des situations plus ou moins complexes parfois. Mais c'est vrai que non, j'ai pas eu cette présence, hein, de dire tiens, lui, il a toujours été là, toujours été à l'écoute après mes victoires, mes défaites, toujours le bon mot avant de partir en compétition. Non, il a fallu que je trouve les bons équilibres, les bons leviers pour justement y arriver. Ok, mais j'aurais plein de questions là-dessus, justement, un peu sur la construction un peu d'un comment est-ce qu'on se construit sans un rôle modèle, tu vois, comment on fait pour y arriver un petit peu seul. Mais peut-être juste avant ça, comment est-ce que t'es tombé dans le karaté, parce que du coup tu disais que t'avais cherché longtemps plein de sports avant de tomber sur le karaté, et tu vois, est-ce que tu peux raconter justement comment ça s'est fait, et qu'est-ce qui a créé la flamme qui fait que ça t'a plus plu qu'un autre sport? Alors j'ai donc tenté, donc j'ai joué au foot évidemment, j'ai toujours cette volonté d'atteindre un peu le haut niveau, et il me manquait quelque chose, et je crois véritablement, quand on parle d'accompagnement, il y avait un certain stress, hein, je manquais de maturité en termes de gestion du stress. C'est-à-dire qu'en jouant au foot, je jouais très très bien au foot à l'école, mais dans le contexte un peu officiel, grand terrain et tout ça, j'étais moins bon. Okay. Et je pense à ça, alors que techniquement, quand je vois un peu ce que je suis devenu en karaté, je me rends compte que la coordination, le sens du combat, la vision et tout, je l'avais. Et donc je l'ai toujours. et du coup voilà, donc j'ai essayé l'athlétisme aussi. Après, je manquais peut-être un peu de gabarit pour arriver. Et puis il y a l'adolescence aussi. Il y a des grosses différences hormonales entre les gens. Donc on n'est pas forcément récompensé. Il faut vraiment avoir encore une fois cet accompagnement, pouvoir se projeter plus loin. Et donc voilà. Et puis j'ai même essayé de faire du kayak. Je veux dire, en m'amusant les fois, j'ai dit à un moment donné, j'ai pris le dictionnaire, j'ai regardé, je me suis arrêté sur une page, j'ai vu kayak. Puis j'ai essayé. J'ai vu que les gars étaient. Alors moi, je suis plutôt fort en cuisse et tout. Donc j'ai
nagé aussi, entre parenthèses, ça fait penser à ça. Donc, il y a des physiques quand même. Hein. Ouais, Donc, bien j'étais sûr, un peu l'opposé des gens qui étaient dans le kayak et les kayakistes. Même si ça me plaisait quand même, cette ambiance, il y a une solidarité, il y a un côté nature. Ça, j'aime. Hein, Ouais. J'aimais bien. Et puis kayak karaté, c'est pas loin dans le dictionnaire. Et puis donc je suis allé ça fait longtemps je pensais karaté, ça fait longtemps je crois que j'avais envie de retrouver le kimono, hein, puisque j'avais commencé par ça à 17 ans, j'ai dit tiens, je retrouve le kimono. J'étais pas poussé pareil à la maison, ma mère karaté, ça lui faisait un peu peur aussi. Donc voilà, à l'époque j'avais des cheveux. J'avais mon coiffeur qui faisait du karaté et il m'a dit tiens, j'ai un club et tout qui est sympa, et j'y suis allé et tout de suite hein, tu franchis, tu t'es bien accueilli, il y a eu quelque chose d'assez presque mystique. Une ceinture noire hein, parce que quand on rentre dans un club de karaté, de voir une ceinture noire sur le kimono blanc, ça impressionne. Et il m'a dit c'est un bon sport, hein. La personne qui était là, c'est pas le prof, hein, mais un ami du prof là, qui m'a dit ouais, c'est un bon sport, ça vaut le coup d'essayer. Et puis voilà, j'ai jamais arrêté. Tout de suite, je m'entraînais à la maison, je répétais mes petits mouvements et tout. Et j'ai eu accès à la compétition rapidement. Et là, j'ai senti que c'était mon truc. Ouais. Un mélange de, je dis dans l'intensité, toi qui connais bien le sport, un mélange entre le tennis de table et l'escrime. Tu vois, Okay. la notion de point important, de toucher l'autre en premier, voilà, donc tout ça, ça m'a convaincu, ça me correspondait. Ouais. Ok, ouais, je vois. Et t'as tout de suite, tu sais, il y a il y a les katas et le kumité. Toi, t'as tout de suite su que c'est un peu du combat et du duel que tu voulais. Oui, alors ça c'est le débat. Alors, donc pour moi, le karaté c'est d'abord du combat. On tourne comme on veut, c'est bien. Le concept karaté, c'est évidemment kata et combat. Moi, en tant que coach karaté aussi, hein, donc Tu transmets les deux. Donc j'enseigne les deux évidemment, mais la base, hein, ceux qui ont créé ça, c'est pour le combat. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et du coup, évidemment, donc le combat. Et puis bon, quand on a 17 ans, il y avait plein de choses. Hein. Le combat correspond. Il y a quand même. Faut voir. Il y avait pas. Il y a des disciplines à l'époque, il y a des disciplines qu'il n'y a pas aujourd'hui. Le karaté représentait quand même une certaine. Il fallait être courageux pour faire du karaté. Il y a cette notion-là. Le karaté, il y avait un côté. Alors virilité, hein, donc à l'époque, hein, on sentait quand même, on fait un sport différent, cette opposition, cette notion chevaleresque, je veux dire, pas du karaté. Non, donc voilà, donc il fallait que ça m'incitait à faire la compétition et rapidement, donc j'ai commencé la compétition. Ok. Et ouais, t'as tout de suite su que t'avais envie d'en faire quelque chose d'en faire du haut niveau. Ça vient plus tard, c'est après les premières compétitions, tu te laisses un peu porter, ça va tellement vite que tu le fais. T'arrives à un moment donné, tu te demandes si t'as pas choisi le karaté pour faire la compétition. Vraiment, tu vois, quand tu regardes, t'es tellement compétiteur dans l'âme que tu sais pas s'il y a pas un message subliminal qui t'a dit, c'est là où tu pourras exceller, et c'est là c'est ce qu'il faut que tu fasses. J'ai toujours été récompensé, en tout cas par après mes prestations. Combat gagné ou perdu, j'avais toujours une base de travail, de réflexion. Donc c'était très positif. Les premières compétitions, ça allait très vite. Hein. J'ai rencontré des gens qui à l'époque étaient bons, hein, mais moi j'en tenais tête en gagnant ou pas. Ça s'est bien passé. Alors, et pour la petite histoire, très rapidement, 3-4 ans après avoir commencé, j'ai l'équipe de France qui est venue s'entraîner entre guillemets à Lyon avant un championnat du monde. Donc j'avais. Alors si on parle de rôle modèle, en tout cas, je commençais à suivre un peu les choses et j'avais les représentants de ma catégorie qui étaient là devant moi, les gens que je voyais dans les magazines, j'étais là pour s'entraîner et en fait ils avaient fait une sélection des meilleurs régionaux dont je faisais partie déjà pour faire du sparring avec les gens de l'équipe de France, match arbitré en fait. Hein, donc ils avaient fait ça bien, donc avec des vrais arbitres dans un stade et tout. Et là, j'étais pas loin. Je me suis rendu compte que j'étais j'avais fait des bonnes oppositions et ça m'a vraiment mis en confiance. J'ai su. Je crois que quand je les ai rencontrés, j'ai su que ça allait fonctionner. J'ai su que j'allais les rattraper. J'ai eu cette prétention, hein, et je crois qu'à un moment donné, il faut quand tu veux faire du haut niveau, quand tu veux réussir, hein, mais c'est valable dans tous les domaines, hein, que si tu veux réussir, il faut avoir cette ambition, ambition, prétention, conviction.
C'est des mots forts, c'est ces mots-là qu'il faut répéter aux gens. Moi, je le répète toujours dans ma vie professionnelle, que ce soit en tant que coach pour des karatékas, que ce soit pour des chefs d'entreprise, que ce soit pour des gens qui veulent découvrir une nouvelle discipline. Il faut diffuser ce message. C'est ça qu'il faut dire. Donc voilà, donc j'étais convaincu que j'allais progresser, que j'allais certainement avoir une vie un peu comme eux. Non mais c'est marrant que tu parles un peu de prétention, d'ambition, parce que c'est souvent l'ambition pas forcément, mais peut-être la prétention un peu plus, ou l'orgueil, l'ego, ou tu vois avoir l'envie de gagner, tu vois, c'est en France parfois c'est un peu tabou et parfois on a tendance à le reprocher, mais comme tu le dis, je pense que j'ai vu aucun athlète de haut niveau ici sur ce podcast, tu vois, ne pas en avoir un peu, quoi. C'est impossible. Je veux dire, tu peux pas avoir envie de gagner, de performer si t'as pas Bien ça. sûr. Et je trouve que c'est hyper dur, même. Alors peut-être que toi tu l'as peut-être vécu différemment, mais je trouve que c'est très difficile de demander aux athlètes de gagner et de leur demander de rester le plus humble possible, tu vois. Oui, bien sûr. Et parce que quand tu regardes des grands champions, tu vois des Michael Jordan, des Teddy Riner ou des, enfin je sais pas, il y en a tellement. Ou même un Usain Bolt, tu sens que l'ego est présent, tu sens que la prétention, l'ambition, l'envie, elle est là. Parfois ils sont un peu à la limite, hein, tu vois, mais ils l'ont tous, quoi. Ils l'ont tous. Ça, c'est vraiment un trait commun que vous avez tous, quoi. Bien sûr, hein, parce que bon, à un moment donné, il y a cette notion, il faut dominer l'autre. Hein, il faut dominer. Bon, c'est la règle du jeu. Hein, il faut être devant. Hein, donc que ce soit un chrono physiquement et ce combat-là, hein, cette opposition-là, elle commence des fois bien avant vraiment la compétition, hein, le coup de sifflet ou en tout cas donc le combat. Et effectivement, quand on parle de Usain Bolt, quand on parle des comportements d'avant, il y a une manière aussi d'impressionner les autres par son, entre guillemets, son arrogance, par son relâchement, par son attitude. En tout cas, l'idée, c'est d'impacter un petit peu l'autre. Et parce que quand on est sportif de haut niveau et quand on est dans le contexte compétition, on est hypersensible. Hein, donc on est à l'affût de toutes les informations, hein, de toutes les faiblesses de l'autre, comme ses points forts. Et il faut résister par rapport à ça. Donc c'est vraiment il y a vraiment quelque chose de très animal, très animal et puis sur l'attitude, hein, c'est corporel, c'est voilà, tout compte. Et après il faut trouver le juste milieu. Mais ce que je dis souvent et ce que je crois, c'est qu'il faut être soi-même aussi. Au bout du bout, il y a une seule vérité, c'est d'être toi-même, d'avoir cette il y a ces connexions, hein, cette conviction. Elle est liée aussi à une préparation, elle est liée aussi à un schéma que tu construis au fil des années, souvent de l'enfance. Hein. Et donc du coup, je crois que à partir du moment où tu as compris qui tu étais, comment tu t'es construit humainement, sportivement, et bien évidemment, tu peux te permettre d'avoir des attitudes qui peuvent paraître pour certains un peu borderline, mais parce que faut être en phase. Hein, si tu es en phase. Oui, moi, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Ouais, non, mais c'est vrai, faut que ça te corresponde, faut pas que ça soit joué, effectivement, ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, je me posais une question par rapport à ça, parce que là, je te vois, t'es ultra souriant, très à l'aise, très charismatique, j'ose pas imaginer, en fait, un combattant. Tu vois, si je le savais pas, on se croiserait dans la rue, on parlerait 5 minutes à un café, je dirais, mais non, c'est quelqu'un, à la limite, je sais pas, serait un très bon manager, un très bon commercial, quelqu'un qui a le sens de l'humain, et j'imaginerais pas du tout cette part, tu vois, un peu de duel et d'ambition. Et j'ai l'impression qu'elle est très, peut-être pas camouflée chez toi. Alors, je sais pas comment t'étais sur le tatami, mais on voit quand même quelques photos, t'as le visage plus dur, plus fermé. Est-ce que tu te conditionnes quand même un peu pour ça, pour aller chercher peut-être pas de l'agressivité, mais tu vois, aller chercher tu vois, cette envie de gagner, parce que tu vois là, j'imagine que t'as pas envie de gagner contre moi, tu vois, on discute, on se marre. Non, je dois dire vraiment, hein, tu vois, puisqu'on discute à bâton rompu, c'est super, hein, cet échange-là, il est bon. Hein, je te remercie encore, Bart, parce que ouais, c'est presque touchant de ce que tu me dis, dans le sens où quand tu encore une fois, il faut être soi-même, et il faut aussi être capable de sortir, hein, ce dont tu as besoin au plus profond de toi-même,
par rapport à ton objectif. Et je crois que j'en ai été capable, hein, et j'en suis encore capable dans d'autres domaines, hein, c'est-à-dire chercher, je vais pas dire, c'est pas être contre nature parce que ça serait pas en lien avec ce que j'ai dit précédemment, mais il y a une équipe des choses, une équipe des forces, et pour pouvoir justement lutter à armes égales, ta bonne humeur, ton intellect, ta façon de comprendre le combat, ta stratégie, tout ça, c'est important, mais il faut aussi avoir ce supplément. Alors, t'entends souvent un truc qui fait du rugby, on parle de supplément d'âme, on parle de tout ça, mais évidemment qu'il faut à un moment donné sortir, hein, il faut s'invectiver, et je pense que voilà, moi ce que j'arrivais à m'auto-conditionner, je me parle, et même des fois, ma femme me dit ouais, pourquoi tu parles, mais qu'est-ce que tu te dis, je me parle à voix haute et pour faire monter un peu la sauce, pour vraiment se rappeler, hein, le plan de bataille, hein, pour l'entendre de l'intérieur, il parle pour le réentendre extérieurement, créer un climat. Mais c'est le combat, c'est la chance des sports de combat. Il y a combat dans chaque sport. Dans chaque sport, il y a du combat. C'est toujours du combat, quoi qu'il en soit. Il y a des critères qui sont toujours équivalents. Mais pour dépasser, pour être champion, il faut pouvoir sortir, hein, à ce moment-là, que ça soit à ce moment-là, il faut sortir le côté extraterrien, hein, c'est ça, c'est ça, extraterrestre. Il faut sortir ce côté parce que c'est ça la différence. Ce qui fait la différence, c'est cette capacité entre les gens qui gagnent ou qui gagnent pas, cette capacité de sortir, de tout donner, et mais tout en étant mesuré. Hein, donc voilà, c'est une alchimie de plein de choses, mais il faut savoir se transformer un petit peu, hein, en tout cas, mais c'est à l'intérieur. Et c'est l'intérieur. Moi, j'ai une phrase, hein, sors le combattant, hein, révèle le combattant qui est en toi. C'est quelque chose que je dis souvent, et c'est ça. Il faut chacun, on a cette capacité de sortir cette énergie, cette force. Mais c'est vrai que ça demande des leviers, ça demande peut-être un peu de recherche, carrément, hein, mais du temps. Et on rejoint la patience. C'est vrai que c'est facile, là, quand on a fait 24 ans de sport de haut niveau. C'est facile à dire, mais voilà. Non, mais c'est hyper intéressant et ça résonne beaucoup en moi, tu vois, tout ce que tu dis, même dans des choses très concrètes et très terre à terre. Quand tu dis que tu te parles, moi, ça fait peut-être. Alors, j'ai été obligé de le conscientiser, de le voir dans des livres, tu vois, de développement personnel ou de PNL, de programmation neurolinguistique, tu vois, de dire, n'ayez pas peur de vous parler devant la glace et de vous envoyer des fleurs et puis de vous dire des phrases positives, encourageantes. D'une, c'est pas ridicule, et de deux, ça a énormément de vertus. Mais du coup, t'as parlé du fait que moi, j'ai bien compris toutes les émotions, mais il y a d'autres choses que tu fais, tu vois, à part te parler, je sais pas, des routines que tu peux avoir autour de ça, justement. Il faut se rassurer, hein, donc on a besoin, donc et il y a plein de manières de se rassurer. Alors moi, il y a deux axes, hein, il y a le jour J, le moment, hein, donc il y a des petites choses, on se rattache à des choses simples. Moi j'avais une chose amusante, c'est que j'ai ma grand-mère qui était très superstitieuse et qui me disait que le rouge c'est ta couleur. Donc, pour la petite histoire, en karaté, quand on se présente, on est donc ceinture rouge, hein, donc ceinture de club et tout ça, on les laisse à la maison. On fait pas ça en ceinture noire. On est ceinture rouge ou ceinture bleue. Ouais. Donc, c'est pile ou face, on sait pas. Donc, c'est selon les tirages au sort, hein, selon quel tableau on se trouve. Et par chance, j'ai souvent été, je crois que toutes mes finales de championnat du monde, j'ai souvent été ceinture rouge. Okay. Donc, j'étais rassuré à ce niveau-là. Sauf que dans l'éventualité où je sois ceinture bleue, j'avais prévu, donc je mettais ça, j'avais un ruban, bien sûr convectionné et donné par ma grand-mère, que je mettais à l'intérieur accroché à ma coquille. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la coquille, hein, c'est donc la petite structure pour protéger un peu ses attributs. Donc, je mettais ça, j'accrochais ça sous mon kimono et du coup, voilà, j'avais du rouge sur moi. Donc voilà, donc moi j'étais pas superstitieux plus que ça. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Merci de partager ce détail-là parce que j'ai l'impression que c'est difficile de parler de ces superstitions et de ces petits gris-gris, de ces petits porte-bonheur. C'est difficile de s'ouvrir par rapport à ça, je trouve.
c'est hyper personnel, tu vois. Oui. Alors, T'aurais voilà, pu choisir une chaussette, j'en sais rien, ou un protège-dents, tu vois, ou des bandes pour les mains, tu vois. Ouais, c'est ça, voilà, parce que comme je dis, se rassurer, là, donc tu me dis, j'ai autre chose aussi, et ça, c'est un copain de l'équipe de France qui m'a rappelé ça, ou non, en tout cas, il me dit, eh oui, quand je suis allé passer donc mon 7e Dan, il me dit, t'as pris un kimono neuf? J'ai carrément oublié que avant chaque compétition aussi, important, chaque compétition, j'avais toujours un kimono neuf. C'est que je sortais, c'était pour moi un luxe, c'est-à-dire que je prenais mon sac, je préparais mon sac de sport, j'avais plusieurs kimonos en type tennisman, tu vois. Ouais. J'avais et je sortais. Mon kiff, c'était d'ouvrir mon sac et de sortir mon kimono du paquet, du paquet plastique, d'enlever l'étiquette et tout et de le mettre. Et donc voilà, c'est le deuxième truc qui me disait voilà, je sais pas si je fais peau neuve, en tout cas j'arrive avec le matériel, la tenue du gagnant, voilà, c'est ça. Et donc voilà, après la meilleure façon de se rassurer, c'est dans la préparation, c'est-à-dire que en amont, moi j'ai toujours été quelqu'un je me suis beaucoup projeté. C'est-à-dire que si on parle préparation psychologique, qu'est-ce qui me faisait? Je visualisais beaucoup. Donc sur plan technique, je visualisais, je savais à peu près, je connaissais tous mes adversaires, je répétais des actions éventuelles, et je me projetais dans l'avant, l'après, le pendant la compétition. Donc j'étais hyper armé. Donc sur le plan visualisation, j'ai des exemples comme ça où j'ai prévu telle action, le gars me faisait exactement ce que j'ai prévu dans les 10 premières secondes du combat. Il me disait mais il est fou lui, il est fou. Et donc j'ai des gros résultats sur ce genre d'action là comme ça. Et puis le fait moi je suis sensible aux ambiances, au climat. Quand je voyageais dans le monde entier, j'aimais sentir les rues, les gens. Donc et pareil, il y a une atmosphère d'avant compétition, d'avant combat, la veille. Donc ça je le répétais au quotidien. Je me voyais en finale des championnats du monde, et puis je me voyais les 30 secondes avant qu'ils nous disent, qu'ils nous appellent. On est dans un sport il y a une incertitude à quand exactement on va t'appeler pour combattre, par exemple. Et donc il faut comment tu te comportes. Tu peux très bien être super préparé, et puis finalement les 2 minutes avant de monter sur le ring, ça y est, on t'a coupé les jambes, ou alors on t'appelle, t'es pas prêt parce que t'es pas en posture. Ouais. T'es en train de regarder dans ton sac, on t'appelle combat. C'est maintenant, mon gars. Et là, donc, je crois que j'avais un protocole de sérénité, qui me permettait de pas trop m'engager dans une voie, rester bien focalisé à partir du moment où, je dis des choses bêtes, mais tu quittes l'hôtel pour aller au stade, t'es dedans. Mais même si t'es déjà dedans, mais t'es dedans différemment. Et quand tu rentres dans le stade, t'es dedans quand même. Voilà. Et tout ça a fait que j'ai été peu surpris alors il y a eu des erreurs, justement, ça parle le coup, il y a des coups, il y a des endroits où les moments où justement tu es dans une salle, on croit que t'as voulu t'isoler, et puis finalement non, et finalement voilà, on t'a appelé, t'arrives en stress, ça arrive à tout le monde, mais justement pour éviter ça, j'ai mis les choses en place. Le protocole, ouais. Mais c'est merci d'en parler, parce que je trouve que c'est un outil qui est formidable, le protocole. Tu vois, ça fait peur à tout le monde. C'est contre la routine, c'est peut-être pas joyeux, mais en fait, effectivement, ça te permet de concentrer ton énergie et ton attention sur ce qui est vraiment important. Et toi, tu savais qu'effectivement, peut-être les 24 heures avant, il faut être en mode un peu de pilote automatique pour que justement tu puisses avoir l'énergie de visualiser ton combat, que tu puisses ne rien oublier, être bon et vraiment être à 100% à l'instant T. Et je trouve en tout cas, pour avoir rencontré pas mal d'athlètes de haut niveau, il y en a beaucoup qui le négligent un peu, peut-être, tu vois, cette partie protocole quitte à je sais pas si toi tu l'as écrit sur papier, si t'en as parlé, si c'est quelque chose que t'as pensé, ou c'est devenu assez instinctivement. Moi, je sais que j'ai besoin d'écrire sur papier, tu vois. Mais j'ai exactement pareil pour le podcast, tu vois. Je sais que j'ai besoin de venir un petit peu en avance, de mettre mon matériel. J'ai une petite liste pour être sûr que j'oublie rien le matin. Je vais toujours recharger mes piles juste pour me rassurer 15 minutes avant, tu vois. Et j'ai toute cette petite liste. Alors maintenant, elle est automatique. C'est normal parce que ça fait 100 interviews, tu vois. Mais
Mais ça me détend. Et là, aujourd'hui, tu vois, je suis content parce que je suis là. Tu vois, et je suis pas en train de stresser sur quoi que ce soit. Alors, il faut que je vérifie mes petits trucs et tout. Mais c'est normal, ça fait partie du job. Mais c'est fou à quel point c'est puissant. Je trouve cet outil pour vraiment se concentrer après sur vraiment ce qui est clé. Mais c'est exactement ça. Alors, on va faire un petit aperçu un petit peu. Là, on parle karaté, budo, quand même aux origines. Donc, c'est préparer la guerre. Préparer la guerre. Et pour préparer la guerre, il y a un protocole. Donc, si je parle du karaté, le protocole, c'est de se mettre en place, donc d'avoir une attitude, une posture satisfaisante, d'être prêt, d'être relâché, etc. Et d'être prêt à s'engager. Et on voit déjà à la base pour un enfant qui fait du karaté, il connaît, il salue le tapis avant d'entrer sur le tapis. Ça veut dire que déjà, il rentre pas n'importe comment. Il y a pas de précipitation. Il y a quand même du contrôle. Au-delà c'est la première raison. Il salue le tapis, il arrive au milieu. Il se met en position yo, il a le pied légèrement écarté. C'est une position qui te permet de tout faire, de recevoir un service de tennis, de faire un grand discours. C'est une position naturelle. Vous voyez, une position d'équilibre. Ça, c'est la base de la vie, la base de la performance. Pouvoir partir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Après, je suis tout à fait d'accord. Le fait d'anticiper, d'avoir un programme un petit peu pour les moments importants, mais c'est ça, c'est important. Demain, tu rentres dans ton avion, tu fais le check-up et tout, c'est normal pour bien réussir. Donc c'est vraiment les choses qu'il faut faire pour bien réussir. Et j'irai plus loin pour parler compétition. Il y a différents types de profils, donc j'ai envie de dire, il y a plein de types de champions. On peut y arriver par plein de manières possibles, mais quand même, moi j'apprécie quand les choses sont construites. Ça veut dire que tu es beaucoup plus satisfait. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de dire tiens pourquoi, comment. T'as construit ta victoire. On va parler des tableaux. Je sais pas, je pense qu'en tennis c'est un peu la même chose, mais dans beaucoup de sports, moi j'ai des camarades de l'équipe de France qui regardaient pas les tableaux. Alors, je vais pas dire qu'ils sont c'est des moins grands champions, mais moi, je trouve que quel plaisir d'analyser les tableaux. Les tableaux étaient, en gros, si je combattais le samedi, les tableaux étaient édités le mercredi à 23h. Moi, j'allais à l'hôtel officiel voir les sorties des tableaux et je me disais, c'est bien, je vais avoir une nuit de plus pour réfléchir. Pour moi, d'être premier combat de la compétition ou troisième combat, c'est pas la même chose. Qui je rencontre en premier, c'est pas la même chose non plus. Donc je me préparais vraiment pour ça et j'ai toujours inculqué en tout cas à mes élèves, en tout cas à mes disciples, cette règle-là quand même de regarder les choses en face. Et de ce que tu faisais allusion quand tu es sportif et que tu es un peu dilettante sur cette préparation, c'est une forme d'abandon. Quelque part, c'est que tu regardes pas les choses en face. Alors peut-être que tu y arrives comme ça, mais en réalité, parce que de regarder les choses en face, c'est anxiogène. De regarder les choses quand tu vois que tu te tapes, et ça m'est arrivé sur un championnat du monde, de voir que tu as le vice-champion du monde, le champion du monde en titre, le champion d'Europe, tu as tous les cadors de ton côté, et que tu sais que c'est le champion du monde pour toi, et que tu te présentes, tu te lèves le matin, t'as intérêt à être costaud et justement donc ça fait peur. Moi j'ai un de mes mentors si je peux le dire comme ça, donc Serge Jouraki, pour pas le citer, grand monsieur du karaté, et il était là donc c'était Kota Kinabalu, mon premier titre de champion du monde, le matin. Il me dit ouais, j'ai vu ton tableau donc si t'es champion du monde, t'es vraiment champion du monde. Et je crois que c'est ça le truc. Mais bon, j'avais imaginé, j'avais ma bête noire, premier tour, ma bête noire, le gars que j'ai toujours du mal à battre et tout, je l'avais. Donc il fallait passer. Donc c'est ça. Il faut. Moi, j'incite les gens à voir les choses en face, se préparer et puis voilà, et puis respirer et puis on y va. Non, et puis même, tu vois, d'une manière générale, en fait. La préparation, ça paye toujours, tu vois. Certaines personnes ont peut-être un peu plus de talent, un peu plus de chance, un peu plus de vista, un peu plus d'instinct, mais la préparation, peut-être que ça marchera pas une fois, deux fois, trois fois, mais sur le long terme, ça paye toujours. Ça, c'est quelque chose. Et la non-préparation, en tout cas, elle sera forcément sanctionnée un jour ou l'autre. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Et donc, on voit donc les protocoles. Ce qu'il faut rappeler, si on a des conseils à donner aux jeunes, jamais changer. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Jamais changer ses habitudes. Ouais. Jamais changer ses habitudes. Quand on a un protocole un fonctionnement,
qui marche, hein, évidemment. Hein. Pas changer. Moi, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté des titres mondiaux. Hein. Moi, j'ai fait une erreur incroyable hein, sur un championnat du monde où je suis champion du monde en titre. C'est-à-dire que c'est pas, je suis champion d'Europe, je suis double champion d'Europe, j'ai tout gagné. Je suis invaincu depuis 2-3 ans. Donc, j'arrive en grand favori. J'avais une emprise sur mes adversaires, un truc de fou. Et tu vois pour quelle raison, un manque de lucidité, un abandon en fait, un abandon, hein, ma faute, hein, un abandon. Je prends une boisson énergétique nouvelle, je prends ça après la pesée, juste avant de combattre. Je me retrouve en hypoglycémie toute la compète. Je m'arrache à arriver en demi-finale, ce qui était pas mal. Mais et puis en demi-finale, je suis au bout du rouleau, donc je perds et puis voilà. Et donc grosse défaite, grosse désillusion. Et franchement, voilà, c'est dû à ce changement, d'idées. Et voilà, donc maintenant, fort de cet échec cuisant, et ben voilà, pas de changement. Ouais, t'as raison. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu connais, moi j'ai lu pas mal de biographies aussi d'entrepreneurs ou peut-être de gens qui sont un peu plus dans le business, tu vois, parce que c'est ce qui m'intéresse. Forcément, c'est mon métier. Et mais typiquement, moi j'avais il y a beaucoup d'entrepreneurs ou en tout cas de gens qui ont réussi un peu plus sur la partie professionnelle, qui ont mis des choses comme ça un peu en place. Tu vois, il y a des mythes, par exemple sur Mark Zuckerberg, du coup, qui est le fondateur de Facebook, qui s'habille tous les jours exactement pareil. Parce qu'en fait, on peut pas perdre. Lui, son rôle, c'est de prendre. Il dit que son rôle, c'est de prendre beaucoup de décisions. Que s'il perd une décision dans sa journée à choisir comment il s'habille, et ben en fait, il a perdu une de ses décisions. Tu vois. Et il y en a plein des petits exemples comme ça, sur le protocole et sur les habitudes et tout. Mais moi, je suis curieux de savoir aussi comment est-ce que tu l'as construit un petit peu ce protocole. Quand je t'entends, en fait, j'ai l'impression que tu as eu l'intelligence sociale. Et même ou l'intelligence tout court, tu vois, d'être capable de prendre un peu le meilleur sur plusieurs personnes que tu as rencontrées et à chaque fois de passer les paliers, tu vois, avec les différentes rencontres que t'as fait. Est-ce que tu vois du coup est-ce que tu as intellectualisé un petit peu, par exemple, tu vois, toute cette façon d'apprendre et cette façon de progresser, cette façon de se construire, peut-être que maintenant tu l'as beaucoup plus que peut-être compris qu'à l'époque. Déjà dis-moi si je me trompe par rapport un peu à l'analyse que j'en fais un peu rapide, mais je veux pas rentrer dans le non mais c'est exactement ça que j'ai beaucoup intellectualisé les choses carrément, complètement. Ça veut dire que sur le plan, comme je te dis, tout ce qui est tout l'environnement, que ce soit la gestion stratégique et tout ça, oui, énormément. Ouais. Il y a eu beaucoup de réflexions et je pense que toujours, c'est ce qui fait un peu ma différence un petit peu avec même la façon de transmettre, hein, ce qui c'est l'évolution même de mon sport. Moi donc, j'ai pris une direction. On va dire personnel, d'entrepreneur, hein, de chef d'entreprise aussi, hein, quelque part. Mais c'est vrai, quand je regarde un petit peu le haut niveau, je me dis que justement, il y a des directions qui n'ont pas été, des options qui n'ont pas été prises et l'évolution du karaté sur plan stratégique, par exemple, hein, c'est pas forcément ça. Il y a eu donc oui, je crois que ça m'a, en tout cas, ça m'a permis d'arriver à mes fins et pouvoir aussi rester longtemps et pouvoir justement réaliser quelques exploits quand même sur la partie intellectuelle. Je pense que mes victoires en championnat du monde, mes comebacks, ils sont surtout liés en tout cas à ma façon d'appréhender les combats, à la compétition, qu'à des capacités physiques extraordinaires. Ouais. Je les ai aussi, mais bon, au bout d'un moment, on les a tous, on va dire, hein. Donc on va faire preuve d'humilité. Je crois que on les a tous. Il y a des gens qui ont plus de capacités, plus de qualité. Mais dans les sports d'opposition, la plupart des sports, je mets un peu l'athlétisme de côté parce que je pense qu'en athlète, quand t'as pas la qualité, hein, le séquentiel, tout ça, tu peux pas. Alors que il y a quand même des sports où la technique font la différence et évidemment le poids des années, ça va compter. Donc oui, évidemment que j'ai beaucoup pensé. Ok, non mais c'est hyper intéressant. Et justement là, tu parlais un peu de ta nouvelle vie. Il y a des outils justement de ta vie de sportif sur la performance que tu réutilises. Alors ça peut être soit des outils concrets, tu vois, que tu as lu ou que tu as appris, mais ou des outils que toi-même tu as construits, se parler dans la glace le matin ou je sais pas, mais si tu peux juste redresser un tout petit peu le micro. Ouais, super. Ouais, donc du coup oui, évidemment
on a parlé déjà je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses, donc c'est transmissible, hein, toutes ces choses-là, effectivement. Et puis bon, il faut être capable de s'adapter. Alors, je crois que la plus grande qualité, en tout cas qui a été développée, et le lien qui est entre le monde de l'entreprise et le sportif de haut niveau, c'est d'être capable de s'adapter. Ouais. Donc, je crois que moi, je m'adapte, j'adapte ma structure aux exigences du monde moderne, on va dire, et puis je peux adapter sur le plan individuel, pratiquement faire du sur-mesure, c'est-à-dire aux exigences de mes clients. Que, voilà, donc il faut être évidemment qu'il y a des choses qui sont totalement réplicables, comme on disait, ces notions de protocole, faire un peu le point sur ce qu'on fait, comment on se sent, ou ce qu'on fait mal, ou ce qu'on fait pas forcément bien. Et puis la notion quand même, ce qui revient aussi, c'est que voilà, on est là aussi pour ça, par les sports. Et c'est vrai que t'as des gens qui sont pas habitués à avoir cette rigueur sportive, cette régularité sportive, et le fait d'avoir déjà de venir nous voir, parce que c'est ce qu'on donne quand même en priorité, c'est important. Ouais. Ça aide de pouvoir se dire, tiens, oui, je vais me dépasser, ne serait-ce je vais faire comme lui, je vais m'entraîner tous les jours. Donc non, mais oui, il y a des attitudes en fait à dupliquer, à transmettre, et surtout dans le combat, il y a un moment, il faut faire face. Ouais, je suis d'accord. Je change un tout petit peu de sujet. C'est un sujet qui est assez lié, mais parce que encore une fois, je te vois tout sourire et vraiment. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi passionné, tu vois. Alors peut-être que je me trompe et peut-être que c'est pas facile tous les jours, mais tu vois, j'avais lu que tu avais été un des champions du monde les plus âgés à l'époque où tu as eu ton titre, même le plus âgé d'ailleurs. Je sais pas si c'est toujours. Oui, c'est toujours. Ok. T'as récemment obtenu ta 7e dan, tu vois. C'est la dan ultime, il me semble. Voilà, oui, c'est le dernier grade que l'on passe devant un jury. Devant un jury, ok. Et donc je vais creuser un peu sur la partie technique là-dessus, mais comment est-ce que tu fais pour garder autant de plaisir et autant de motivation dans le temps en fait? Là où justement peut-être que je te challenge, c'est sur la notion effectivement de plaisir et tu vois, quand t'as tout gagné, que t'es champion du monde, comment est-ce que tu peux te dire, allez, encore une fois, comment est-ce que tu prends toujours du plaisir à l'entraînement parce que c'est ça aussi, je pense, un petit peu le secret, c'est de prendre toujours autant de plaisir sur le chemin, tu vois. Carrément. Ouais, est-ce que ça c'est quelque chose que typiquement que t'as intellectualisé, qu'on parlait intellect, mais ouais, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses là-dessus, parce que tu vois, il y a plein d'athlètes qui terminent leur carrière et qui se disent plus jamais, ou j'arrête, qui changent parce qu'ils en ont peut-être trop fait. Toi, on voit qu'il y a une pure passion, mais comment est-ce que tu t'entretiens cette passion? Déjà, il faut que le bénéfice, en tout cas le bénéfice participation, si on parle compétition, participation, effort, etc., soit positif. Il faut qu'on sorte satisfait de l'opération, et entre guillemets. Et voilà, donc c'est vrai que la partie entraînement, quand on a fait ça si longtemps, eh bien, on a déjà beaucoup d'acquis. Donc il y a beaucoup de raccourcis qui peuvent être utilisés. Donc on n'a pas besoin de répéter, de trop apprendre, même si on en apprend tous les jours. Mais je crois que il y a l'effort, c'est plus une recherche on va dire, c'est pas spirituel, trouver le relâchement, trouver les bons ressorts, le bon moteur pour avoir cette motivation le jour J, pour pouvoir y aller. Et puis un petit peu quand même, parce qu'il faut quand même faire un petit peu d'effort quand même pour se projeter en compétition. Il a fallu un petit peu pousser, tirer un peu sur la machine. Mais je crois que c'est l'humain qui fait. J'aime ça. Je suis passionné par mon sport, donc je suis passionné par le développement, évidemment. Donc c'est bien de rester lié à ça. Après, il y a plein de choses qui font que quand on fait la compétition, quand on reste athlète de haut niveau, quand on peut encore se mesurer aux petits jeunes, on reste jeune. Donc il y a quand même un côté éternel, inoxydable, qui est pas désagréable. Et on apprend finalement, on apprécie mieux les choses. Moi, quand j'ai été champion du monde à 36 ans,
Et j'ai fait des compétitions encore longtemps après, donc ça veut dire que j'ai arrêté à 42 ans, hein, donc la compétition, donc faut voir les choses. Quand je m'échauffais, et je me disais, je voyais les gars de 25 ans en train de s'échauffer, je disais que c'est quand même bon, c'est bon ça d'avoir ce privilège, ce luxe, et je suis pas certain que qu'ils apprécient, les petits jeunes ils apprécient comme moi. Donc je crois qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, ils apprécient, les jeunes ils apprécient pas comme moi, et apprécient d'être champion. Moi, j'ai fait en sorte aussi de beaucoup, je t'en parlais avant, apprécier, savourer les ambiances, savourer les moments, les instants. Avant, après, monter sur le podium. Je montais pas n'importe comment sur le podium. Je fais un bond de kangourou sur le podium. Hein. Je fais un bond et j'arrive les 2 pieds sur le podium. Et là, c'est l'explosion. J'avais les 2 bras en même temps, là, au ciel, presque au ralenti. Je me précipite pas parce que je sais que ce moment, c'est peut-être le dernier. Et ça, je me suis toujours dit. Tu es champion, tu es number one, hein, quelle que soit la compétition, à ce moment-là, ça peut être le dernier. Donc, c'est la dernière fois. Donc, franchement, j'apprécie, j'aime. Ouais. Donc, voilà ce qui m'a fait revenir. On parlait aussi le contexte, hein, de revenir. Normalement, quand on est en équipe de France, quand on nous dit que c'est fini, c'est fini. Et voilà, on va parler de prétention. À moi, on me dit pas c'est fini. Voilà, il y a un peu ce côté révolte, la résilience. Je suis un privilégié parce que souvent j'avais cette possibilité de pouvoir continuer ma carrière et surtout l'arrêter quand je voulais. Et ça, c'est une chance inouïe. Ouais. Donc tout ça conjugué fait que j'ai pu faire ça, j'ai pu bien le faire. Ça a été plus ou moins interprété, plus ou moins bien, mais finalement bien. Parce qu'au final, tout le monde est content de mon résultat. J'étais champion du monde avec la France, champion du monde avec le Bénin. Ouais, c'est une très belle histoire. Et ça a été, mais ça a été construit par la passion, par le travail et voilà, pour la gestion des émotions. Ouais, okay. Donc c'était parfait. Ok, ouais, bon, je précise juste effectivement pour les auditeurs parce qu'ils aient un tout petit peu le contexte que j'ai et que eux n'ont peut-être pas, mais du coup effectivement comme tu le disais, l'équipe de France t'a un peu fermé les portes parce que pour des raisons d'âge, si j'ai l'impression, plutôt que de performance. D'environnement, ce que je dis toujours, hein, donc le problème hein, dans le sport de niveau, c'est pas simplement les adversaires, c'est pas simplement, il y a aussi un contexte relationnel, contexte humain où finalement les coachs, tu te retrouves à 35 ans, je veux dire, tu te retrouves à 30 ans avec des coachs qui ont 38 ans. Donc il y a quand même un peu d'opposition, c'est pas facile. Ils ont besoin aussi d'exister. On est dans un sport amateur où je dis durement, mais où les seuls professionnels, c'est les entraîneurs. Et ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on retrouve dans le judo et dans d'autres sports. Sport amateur, mais les pros, eux, restent à vie, quel que soit le résultat. Il y a très peu de turnover. Et ça peut aussi donc inciter. En gros, ils avaient besoin de renouveler un petit peu l'équipe. Et quand tu as un gars qui bloque une catégorie pendant 10 ans, ou 15 ans, c'est pas stimulant pour un manager. Donc voilà. Donc il fallait changer. Donc il y a eu des petites blessures, des petites choses qui ont facilité les choses, et notamment la défaite dont je te parlais avant, qui a créé hein, cette possibilité. Mais voilà, au final, c'était pour la bonne cause, puisque j'ai pu faire ce que je voulais derrière, et ça m'a vraiment ouvert d'autres horizons, ça m'a une autre façon de gagner aussi. Donc voilà, donc vraiment, je suis très content que les choses soient passées comme ça. Ok. Et peut-être juste mini question logistique, parce que du coup, t'as fait de la compétition avec le Bénin, et que quand tu es à ce dernier titre de champion du monde, justement, tu portes les couleurs béninoises. Qu'est-ce que ça implique tu vois, à l'époque? Est-ce que tu dois y vivre? Est-ce que non. Je crois que tu vivais déjà à l'étranger à l'époque. Oui. Et donc moi j'ai fait un petit passage en Suède là, donc un petit passage assez important de 10 ans. Donc effectivement, je vivais en Suède en fait. Déjà il y avait ce côté loin du cœur. Hein. C'est vrai que je vivais déjà à l'étranger, donc c'était pas facile relationnellement par rapport à ça. Donc j'avais construit cette indépendance. Je m'entraînais, donc je faisais mes résultats point final. Et puis le jour où j'ai fait un peu moins de résultats, où j'étais un peu blessé. Et puis il y a des moments hein, dans une vie sportive où on est toujours très bon, mais il faut trouver les bons mots. Et là, c'est là où peut-être j'aurais eu besoin du super conseil, du super accompagnateur, l'accompagnateur que j'aimerais que je suis, j'espère en tout cas. Ouais. Et en tout cas une personne qui puisse comprendre un petit peu tout ce que j'étais.
Et donc voilà, donc je suis parti il fallait à l'époque avoir un laps de temps quand même. Il fallait de laisser 2 ans ou 3 ans sans compétition internationale pour pouvoir avoir le droit de changer de nationalité. Hein. Donc moi mon père étant béninois, j'avais donc le passeport béninois. Donc il n'y avait pas de difficulté tu dois pratique. quand même attendre 2 ans, quoi. Oui, il y avait ça passait. Quoi. En gros, ouais, c'est ça. Donc j'avais fait, donc je suis Mais revenu. tu te rends compte de la force qu'il faut. Attends, on te dit que t'es un peu trop âgé et que, enfin, on te le fait comprendre et qu'il faut, et que du coup tu peux plus conquérir, tu vois, pour la France. Et toi, le seul moyen que t'as de faire de la compétition, c'est de changer de nationalité officielle et de fédération. Mais tu dois attendre 2 ans et ça te freine pas, tu vois. Enfin, c'est dingue, tu vois. Il y en a plein qui seraient dit, bon, j'attends pas 2 ans, j'ai plus l'âge ou j'ai pas la patience, tout ça pour ça. Et puis au pire, enfin, tu vois, j'ai pas l'équipe de France, je l'aurais ou je reviendrai. Tu vois, il y a plein de gens qui auraient pu avoir un souci d'ego et se dire, c'est pas grave, je vais leur montrer, tu vois. C'est dingue quand même ce pari, tu vois. Moi, je trouve ça. C'est vrai. À côté de ça, c'est vrai que je suis jamais revenu. Je suis jamais revenu. Je suis jamais revenu au championnat de France pour regagner ma place. J'ai senti que là, pour le coup, j'avais peut-être plus la force, hein, plus l'envie, la force de revenir sur un championnat de France. J'avais les moyens, vraiment. Mais donc là, ça, je l'ai plus senti. Ça faisait trop de compétition parce que ça faisait l'ambiance. Non, là pour j'ai dit non pour ça. Et ça me plaisait le contexte, hein, le contexte Afrique. Il y avait quelque chose de nouveau, stimulant. Moi, sur le plan personnel, j'avais un rapport lointain avec l'Afrique. C'était l'occasion pour moi de découvrir le Bénin. Ouais. Faut voir les choses, hein. Donc j'étais aussi investi d'une mission, hein, par rapport à ça. Il y avait donc j'ai passé des bons moments là-bas, hein. Donc j'ai effectivement, pour l'histoire, j'ai fait donc un championnat, donc plusieurs championnats du monde pour eux, mais j'ai aussi participé aux championnats d'Afrique qui ont lieu à Cotonou, donc au Bénin. Et en termes de victoire, il se trouve que là j'ai fait donc à 42 ans. Si je me trompe pas, oui. Et donc j'ai participé donc au championnat de France et d'Afrique dans les mêmes conditions. Donc en gros, il m'appelle. Hein, donc est-ce que c'est au Bénin, est-ce que tu veux faire un comeback et tout? Bon, et pourquoi pas. Et donc c'était quand même 6 ans après quand même le dernier les mondes quand même. Donc même si j'ai gardé un peu la forme, il fallait y aller. Et pour le coup là, il fallait se remettre en condition, au régime, etc. Et quand je suis arrivé là-bas à peu près 10 jours avant la compétition, j'ai vu que c'était la révolution. J'ai vu qu'ils avaient loué un hôtel pour toutes les équipes nationales. Ils m'attendaient comme le Messi. Il y avait quelque chose d'extraordinaire entre les générations. Il y avait vraiment, moi j'ai le souvenir des veillées le soir. Le soleil se couche tôt là-bas, que c'est là les veillées le soir où on parlait karaté, anecdotes. Les gamins, ils m'écoutaient. Je pense, ça leur a fait du bien, mais aussi, hein, vraiment, il y avait une sérénité. Et puis il y avait ces échéances là qui arrivaient. Et il fallait gagner, hein. En plus, après coup comme ça, il fallait se taper les jeunes. Et le niveau Afrique était proche du niveau championnat d'Europe, hein. Donc là, bon, ça s'est bien déroulé. C'était à la maison, il y avait une ambiance de fou. C'était une sorte de championnat du monde. Okay. Donc c'était aussi extraordinaire. Ouais, donc il y a encore plus de notions de plaisir, quoi. T'es en découverte. Oui, j'ai toujours besoin de ça. J'ai toujours besoin de construire autour, voilà, des climats, hein, quelque chose de favorable, de l'amitié, la collaboration, les copains. On peut parler des copains de l'équipe de France, les copains de l'équipe du Bénin. Donc il y a toujours quelque chose de particulier. Et j'ai même envie de dire les copains, la planète, parce que moi j'étais très international dans mon approche des compétitions. Et j'ai toujours été un peu celui qui parlait aux étrangers. Ce qui n'était pas du tout le cas en équipe de France. L'équipe de France, c'était l'autarcie. On faisait pas de compétition, on restait à la maison, on s'entraînait dans son coin, on gardait nos techniques secrètes, on parle pas à l'ennemi. Et donc ça, j'étais assez précurseur à ce niveau-là. Sur mes copains, c'était les Anglais, c'était les Hollandais, c'était donc un peu tout le monde. Donc okay. Ça, c'était cool. Ok, mais génial. Mais
Et la passion, ça se partage. T'as bien raison. Et le temps file, va très vite. Et donc c'est plutôt cool. C'est bon signe quand ça passe très vite. Mais je t'avais dit, je te disais en intro que j'aurais beaucoup aimé parler de ton passage de cette 7e dan. Oui. Et comme je te disais, il y a un côté vraiment mystique, tu vois, sur les dan au karaté, mais aussi dans d'autres sports de combat, au judo, tu vois. Mon père a fait beaucoup de judo, donc je connais bien aussi. Et pourquoi est-ce que tu fais pourquoi est-ce que tu fais ce choix de la passer? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que c'est vraiment je sais pas, le grade absolu pour je sais pas, le respect éternel du karatéka? En fait, c'est quoi les raisons, un peu? Oui, la raison. Alors, c'est vrai qu'on a selon les profils, hein, donc il y a un peu de différence, je vais pas dire d'injustice, hein, selon avec mon palmarès, j'aurais pu demander à la fédération de me nommer un 7e dan. Okay. Ils le font aussi, et donc voilà, sur le mérite, sportif et même en tant qu'homme, en tant que karatéka. Moi, je voulais absolument passer l'examen, je voulais passer devant un jury, parce que le jury est composé quand même des experts, hein, donc moi, il se trouve que moi aussi je suis expert fédéral, mais des plus vieux experts, on va dire, hein, donc des gens qui ont 75 ans, hein, qui ont 70, 75 ans, qui sont vraiment là depuis longtemps, qui ont tout mon respect, et j'avais besoin de cette confrontation. J'avais besoin de ça, j'avais besoin aussi de... c'était un challenge qui se présentait, donc pourquoi ne pas le prendre, hein, c'est toujours bon. Et voilà, donc c'est le dernier grade que l'on passe devant un jury. Et donc c'est normal que moi, Damedovi, champion du monde ou pas, je sois là. Et je crois que ça a été apprécié aussi par les autres candidats qui passaient avec moi. Et donc j'ai une grosse satisfaction, parce que il y a une recherche, hein, donc il y a un mémoire à préparer. Donc moi j'ai fait un mémoire donc qui correspondait, hein, je parle de mon parcours, hein, de la compétition à la transmission. Donc c'est voilà, je raconte un peu ce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, un peu donc synthétisé, mais c'est ça. Et après donc il y a une démonstration technique qui explique ce que tu vaux, hein, ce que tu sais faire en karaté, ce que tu as appris. Ça peut être ce que tu as appris ces 30, 40 dernières années, ce que représente le karaté pour toi. Donc voilà, donc c'était cette démonstration et tout, et donc voilà, c'est tout un symbole. Il y a un côté donc c'est à huis clos. Ça veut dire qu'il y a le jury et toi. C'est 7 personnes dans le jury, c'est ça? En l'occurrence, il y a plusieurs, t'as 3 personnes. Okay. T'as 3 sur une chaise, et c'est avec eux que tu fais ta démonstration. Tu as un échange verbal sur ta thèse. Hein, donc voilà, bâton rompu, on parle karaté, donc c'est bon, c'est bien. Et on parle passion, donc c'est très bien. Voilà, et puis derrière donc il y a une petite cérémonie aussi donc c'est bien, c'est vraiment un passage, bon, je dirais un passage obligé. À un moment donné, il faut quand même savoir être là, savoir passer les choses comme tout le monde, hein. Il y a peut-être pas ce droit à avoir, il faut et puis c'était un petit peu stressant quand même, hein, mine de rien. Il fallait gérer ses émotions, c'était pas une compète, mais il fallait avoir envie de bien faire les choses. Donc voilà, et donc comme c'est à huis clos, nous, hein, donc avec la collaboratrice, on est toujours plein d'idées, toujours plein de dynamisme, et ça nous a donné un peu l'idée aussi de partager. Hein, donc on est en train, dans les différents projets, de se dire comment partager, comment mettre en scène ça, comment transmettre, comment parler de ce passage. Et c'est tout l'objet en fait de différents concepts qu'on peut mettre en place, et des choses qu'on a envie de faire. Hein. Ouais. Donc voilà, voilà, 7e dan, très fier. Très bien, et écoute, bravo, hein. En tout cas, on a parlé beaucoup de passion pendant cette heure, et on sent que là aussi, tu vois, tu l'as fait vraiment par goût et par amour pour ce sport, donc je trouve ça beau. Et t'as parlé un petit peu des projets de la suite. Du coup, qu'est-ce que tu fais actuellement? Quels sont les projets? Quels sont tes rêves? Comment est-ce qu'on peut t'aider, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour la suite? M'aider, en fait, c'est toujours pareil. On s'aide sur les sportifs individuels, champion individuel. C'est par ton engagement, hein, que tu vas t'aider au maximum. Donc nous, ce que je fais, donc mon quotidien, c'est justement d'accompagner les gens, d'accompagner. Donc j'ai des profils différents, c'est ça qui est sympa. J'accompagne donc des chefs d'entreprise. Je peux accompagner donc des gens qui ont des profils différents. Je peux accompagner des
des structures, hein, carrément. Donc c'est ça qui est vraiment qui me fait vivre, ma passion est entretenue. Donc on a des projets sur le développement quand même de ma structure, hein, c'est ça. Il y a des chaque jour il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être une stratégie commerciale, ça peut être une manière aussi de gérer ses équipes. Donc c'est tout ça fait mes journées en fait, hein, mon quotidien. J'ai envie de parler aussi de ma petite fille, ma famille, se garder du temps pour s'occuper un peu de tout ça, s'entraîner aussi également. Donc ça c'est voilà. Donc et concrètement la structure du coup c'est uniquement enfin uniquement, c'est déjà énorme. C'est ton club et c'est le fait que du coup quand tu dis que tu accompagnes des gens, c'est via le karaté. Alors ou ça peut être via d'autres. Donc nous, alors, pour parler un peu de l'IKC, puisque on est là. Donc nous, on fait une partie cours normal, ce qu'on appelle les cours collectifs, cours de groupe. On a une particularité, c'est qu'on a donc un accès à tous les sports, hein, tous les sports de combat. On est combattant, hein, à la base. Bon, je parle du karaté, mais on fait de la boxe, on fait de la boxe thaï, on fait du MMA. Okay. Donc tous les sports de combat sont proposés chez nous en cours collectif. Donc voilà, ça c'est une chose. C'est le cas aussi en coaching privé. Donc on a des gens qui viennent évidemment apprendre différentes disciplines. Moi, je suis assez polyvalent, hein, donc évidemment après quand on a fait 40 ans de sport de combat, de karaté, j'ai un certain niveau en boxe, j'ai un certain niveau en boxe thaï, j'ai un certain niveau en MMA. Donc en fait, on est capable, hein, de faire quand même pas mal de choses. Donc ça c'est ce que je fais. Je suis toujours, hein, intervenant, hein, toujours sur les cours de karaté, hein, de groupe. Les cours de groupe et les cours collectifs en karaté. Donc là, c'est moi qui m'occupe de tout le monde, hein. Je garde ce flambeau-là donc j'ai le public enfant et adulte, ça j'aime. Et puis après, bon, évidemment, on est sollicité aussi par mon parcours. Je peux être sollicité pour les séminaires, pour des conversations, pour de l'échange, pour de l'idée, de la stimulation, voilà. Donc tout ça, tout ce qui correspond en fait à ma fibre et à ma passion. Bon bah trop bien. Et écoute, j'encourage en tout cas les auditeurs à suivre ça de près, puis à aller regarder un petit peu exactement ce que tu fais, ce que tu peux proposer, notamment si vous êtes sur Lyon, hein, encore plus. Et il y a pas mal de Lyonnais d'ailleurs dans les auditeurs, donc ça tombe super bien. Il y a Instagram, hein, attention, hein, ça compte. Hein. Vas-y, je mettrai le lien dans les descriptions de l'épisode. Le club se trouve où, peut-être pour C'est Lyon Centre, rue de Brest, IKC. Trop bien. Instagram IKC Damien Dovy. Et ben écoute, je serais vraiment hyper content s'il y a quelques Lyonnais qui passent te dire bonjour et te dire avec plaisir. Voilà, j'ai écouté sur Extraterrien et du coup je me suis même juste passé dire bonjour et passer une tête, ça fait toujours plaisir. La dernière question que je pose sur le podcast, c'est un petit peu comme un passage de flambeau. C'est qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format un peu comme celui-là, libre, et je suis sûr que tu as rencontré des gens très sympas, donc ta recommandation je vais la noter soigneusement, mais j'imagine que ça va être dur de choisir, mais si tu as quelques noms de personnes inspirantes, je suis hyper preneur. En fait, donc quand on cherche comme ça, donc il y a plein de sportifs, hein, que tu as envie évidemment que tu as envie d'entendre, qui correspondent. Moi, j'ai une passion à côté du karaté, j'aime le ski. Et d'ailleurs, je pense que voilà, ça me plaît. Donc je passe les flèches, les chamois, choses comme ça. J'aime bien ce côté quand tu c'est le genre de sport que c'est quand tu rates un truc, c'est foutu. Hein, tu rates une reprise de volée au foot, tu tires, tu tues un corbeau, c'est pas grave. Donc alors qu'en ski, voilà, t'as raté une porte, c'est fini ta compétition et c'est tant pis pour toi, c'est rendez-vous dans un an. Ouais. Donc c'est ça. Et pour ça, il y a un gars qui me plaît, il s'appelle, on se connaît pas, mais Julien Liseroux. Il vient de terminer sa carrière maintenant. On a un point commun, 24 ans de compétition de haut niveau. Okay. Et je crois que c'est le top parce que je vois qu'il s'est accroché longtemps. Il a fait des bons résultats dans le top 3 mondial en slalom et tout. Et je crois qu'il mériterait d'être interviewé. Bah ça marche. Bah écoute, je note pour Julien. Merci infiniment Damien, j'ai passé un super moment en ta compagnie. Plein d'outils en plus sur lesquels je pense qu'on peut réutiliser et même sur lesquels on peut méditer un peu. Carrément, on pourrait même en refaire un presque à la limite. Bah ouais, c'est vrai. Bah écoute, pourquoi pas pour plus tard. Tu vois, je me suis dit là ça va faire 2 ans et je me suis dit que
ça pourrait être sympa de réinviter des invités et de voir 2 ans après. Que sont-ils devenus ? Exactement, que sont-ils devenus, et de parler avec peut-être un petit peu plus de connexion et de connivence pour faire une 2e épisode. Donc je te note dans la liste. Avec plaisir encore. Hein. Salut, à très bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!